Voilà, rebonjour. Donc j'ai l'honneur de relancer la deuxième demi-journée. Donc je voudrais déjà remercier donc les sociétés Oros et Polytech de nous avoir demandé à Supmeca si on pouvait co-organiser cette journée. Voilà, je pense que c'est un bon choix. Bon, même si peut-être on a pensé pouvoir profiter du barbecue à un moment donné. La prochaine fois, on le fera un peu plus large. Voilà, donc moi je suis Nicolas Daucher, je suis professeur ici, je suis responsable de l'équipe vibroacoustique et structure, donc qui est une des équipes du laboratoire l'ISMA. Et donc je suis arrivé en fait l'an dernier, ça fait pas très longtemps. Et auparavant j'étais à l'université du Maine, au laboratoire d'acoustique de l'université du Maine. Voilà, donc en particulier j'ai travaillé sur les matériaux poreux, les matériaux qui absorbent le son. Donc ma présentation, elle sera sur ce point. Mais avant, je voulais juste donner 2-3 précisions sur notre équipe, vibroacoustique et structure, pour que vous ayez une petite idée de ce qu'on fait en fait ici. Donc notre objectif, si on veut le résumer, ça peut être simplement réduire ou maîtriser les niveaux sonores et vibratoires. C'est un peu ça notre objectif. Alors on peut jouer sur deux choses, la source. Donc il y a eu des travaux sur la friction qui donne lieu à des instabilités, donc voir la conférence de ce matin de Franck Renaud sur le crissement de frein. On s'intéresse aussi à des bruits de choc, on les a un petit peu évoqués sur les engrenages. Et en termes de, cette fois-ci, l'autre moyen d'action, c'est de jouer sur la propagation, le milieu de propagation. Donc là, on va s'intéresser à dissiper de l'énergie en particulier. Donc on peut amortir par frottement. On peut s'intéresser à la propagation aussi dans les milieux un peu particuliers qui sont les granulaires, donc voir comment les ondes se propagent là-dedans et est-ce qu'on peut éviter la propagation d'ondes. Donc ça, ce sont des travaux assez amont. Il y a des travaux aussi sur les composites et les smart structures, c'est-à-dire les structures avec des piézos, des actuateurs, qui peuvent servir à faire du contrôle, mais aussi à aller dissiper de l'énergie par voie électronique. Et puis les matériaux poreux qui vont absorber le son, qui peuvent aussi avoir un rôle viscoélastique, d'amortissement également. Donc voilà quelques illustrations très rapides. On a quelques moyens d'essai, donc deux petites salles couplées, pas très grandes, elles font chaque salle donc une réverbérante et une anéchoïque de à peu près 4-5 mètres carrés chacune. Quelques capteurs, et puis en structure on a un vibromètre laser et demi, parce qu'on partage avec une autre école, on en partage un, de quoi faire des mesures de viscoanalyseur. Et puis en modélisation, on a une palette assez large de logiciels qui sert à l'enseignement et aussi à la recherche, et quelques codes dédiés, comme un code de matrice de transfert par exemple, ici. Voilà, alors cette équipe vibroacoustique et structure, c'est 2 professeurs, 5 maîtres de conférence, un prof émérite et une dizaine d'étudiants en thèse. Donc des thèses uniquement l'ISMA, mais aussi souvent co-dirigées avec d'autres établissements et un certain nombre cofinancés par les industries. Voilà, simplement je reviens sur deux exemples de projets qui ont lieu en ce moment. Donc c'est un projet de type ANR international, donc avec uniquement des partenaires académiques du Chili et de l'ENS Lyon. Là, on s'intéresse à la propagation dans les milieux granulaires. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir des phénomènes de bandes interdites, c'est-à-dire de filtrage des vibrations par ces milieux-là. Donc, ça peut donner lieu à des supports antivibratiles intéressants, par exemple. Donc c'est une des aspects. Donc j'y reviendrai un tout petit peu dessus. Et le projet Maya, on en a déjà parlé un petit peu ce matin. Donc là, c'est d'essayer de deviner quelles sont les pertes au niveau des interfaces d'une structure, notamment par frottement. Donc si on arrive à optimiser ces pertes-là, qu'on a du mal à modéliser en fait pour l'instant, c'est autant de masse qu'on peut gagner en enlevant des matériaux dissipatifs, viscoélastiques, qui ne sont pas forcément très légers. Voilà donc un projet qui court en ce moment. Alors là je vous donne 2 perspectives, il y en a d'autres. D'une part c'est ce qu'on appelle les matériaux structurés, donc quelque part c'est
donner une certaine géométrie à nos matériaux pour essayer d'avoir des propriétés un petit peu plus intéressantes de résonance ou des propriétés non linéaires et éventuellement optimiser la structure telle que vous pouvez l'avoir à droite, donc qui est une structure d'avion, qui est une structure périodique. Donc est-ce qu'on ne veut pas optimiser cette périodicité ou tirer profit de cette périodicité pour essayer à dissiper plus d'énergie ou confiner certaines bandes de fréquences? Donc on va vers une conception, on va intégrer les fonctions acoustiques et les fonctions de structure en même temps en fait. Donc ça c'est une voie qu'on va essayer de prendre là, donc on va certainement essayer de monter des projets là, à partir de l'année prochaine là-dessus. Un autre axe, c'est avec les granulaires, donc qui ont des propriétés assez intéressantes. Donc là, c'est de la recherche assez fondamentale et on va essayer donc d'aller sur des applications. Une des applications, par exemple, ça peut être le calcul des vibrations dues au passage d'un train. Donc les rails sont posés sur des matériaux granulaires, le ballast. Dans quelle mesure on peut optimiser sa conception pour éviter de transmettre des vibrations, par exemple. Voilà, donc ça ce sont des questions ouvertes et des orientations certainement qui vont être prises. Alors j'ai mis un tout petit mot sur l'enseignement parce que évidemment on est enseignant-chercheur, donc toutes ces disciplines-là se retrouvent dans nos enseignements. Alors donc sur les 3 années, la première année donc, il y a un cours de vibration, en deuxième année un cours de dynamique des structures, donc ces cours sont obligatoires, s'adressent à la moitié de la promo, donc à peu près 70 élèves par an. Et en italique, j'ai mis ensuite des cours, on appelle électifs. Donc là, c'est plutôt une vingtaine, trentaine d'étudiants chaque année. Donc en acoustique et en 3e année, vibroacoustique et matériaux pour l'isolation acoustique. Donc les étudiants qui ont suivi ce parcours ont quand même une formation assez sérieuse dans ces disciplines. J'ai noté aussi les stages et les projets de synthèse. Donc là, il peut y avoir encore des sujets liés à la recherche ou à des problématiques industrielles. Et donc ça peut être éventuellement pour vous l'occasion de proposer des sujets qu'on peut traiter avec des étudiants et éventuellement donner lieu à des choses un petit peu plus costauds, un peu plus par la suite, quoi. Voilà, donc on peut avoir des liens comme ça à ce niveau. Alors je vais revenir au sujet qui était prévu. Alors, voilà. Donc il s'agit ici d'un de mes thèmes de recherche qui a été développé donc avant que j'arrive à SUPMECA en fait, à l'Université du Maine. Donc au LOM qui est un laboratoire CNRS et en particulier dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle CREDO qui s'est terminé en 2009 et notre partenaire principal, je ne l'ai pas mis là, c'est Dassault Aviation qui s'intéresse à réduire le niveau en cabine dans ces avions. Donc une des problématiques en fait posées par ça, c'est la modélisation des matériaux poreux, des matériaux absorbants, pour lesquels, donc je passe, donc qui sont notamment dans la double paroi. Donc à gauche on a l'extérieur, à droite c'est la paroi intérieure, et entre deux on a ces matériaux de type fibre minérale qui servent à l'isolation thermique en premier lieu. Et en deuxième lieu à l'isolation acoustique. Alors en fait, il se trouve que thermiquement, il n'y a pas besoin de grand chose. Donc on va dire un tiers de ce qui est mis, ça suffit pour le thermique, et tout le reste, c'est pour l'acoustique. Donc c'est l'acoustique qui va quand même être assez dimensionnante pour la quantité de matière qu'on peut mettre et le type de matière qu'on peut mettre. Alors quand on veut essayer d'optimiser ces systèmes, on va faire du calcul, évidemment. Donc on a besoin de modéliser le poreux, la structure. Pour le poreux, on a besoin de ce qu'on appelle les paramètres acoustiques. Alors, comme tout matériau, il y a évidemment la masse volumique, etc. Il y a la porosité, le pourcentage d'air qu'il y a dans le matériau, etc. Un certain nombre de paramètres dédiés à ces matériaux. Et puis on a besoin aussi ce qu'on appelle les paramètres mécaniques, donc la rigidité, donc le module Young et le facteur de perte du matériau. Alors, souvent, ils sont un petit peu oubliés parce que c'est un petit peu compliqué à mesurer. Et dans un certain nombre d'applications, on n'a pas besoin forcément de ces paramètres. Mais dans certaines applications, ils sont très dimensionnants. Si vous avez donc la transmission du son à travers cette paroi, si votre matériau est assez rigide, il va y avoir une grande partie de l'énergie qui va passer par le squelette, par la vibration, à la limite plus que par l'acoustique. Donc on a plusieurs chemins de transfert.
Et si on veut tout prendre en compte, il faut ces paramètres-là. Ils peuvent avoir un effet assez important. Donc, en gros, quand le projet a démarré, c'était le paramètre qu'on savait le moins bien mesurer. Alors, comment on peut faire pour les mesurer? Donc, on peut prendre des méthodes quasi-statiques. Donc, l'échantillon, c'est le petit carré gris, là, numéro 4. Donc, il vient se faire comprimer entre un pot vibrant et une plaque fixe. Donc, on impose un certain déplacement, une certaine force. Du rapport des deux, on a simplement une raideur, comme pour un ressort. Donc, c'est une méthode classique qui est utilisée dans les viscoanalyseurs, en fait. Et on a comme ça nos propriétés. Alors, c'est quasi statique, donc c'est plutôt basse fréquence, donc on va dire typiquement inférieur à 100 Hz. Voilà, alors là, ça nous pose des problèmes de mise en œuvre, et notamment, comme c'est un poreux, il y a le couplage avec l'air. Quand vous comprimez l'air, votre poreux, l'air est chassé, re-rentre, et ça va modifier pas mal en fait, le comportement, et on ne veut pas de ça. Donc typiquement, on surestime le facteur de perte. Alors il y a d'autres méthodes, qui sont des méthodes dynamiques, qui vont permettre a priori d'aller plus haut en fréquence. Donc le poreux à gauche, c'est un ressort, on met une masse dessus, et puis on va aller recaler un petit modèle simple de masse ressort. Alors là, ça pose toujours les mêmes problèmes de couplage avec l'air ambiant, puis on a quelques fréquences discrètes, qui ne vont pas forcément finalement si haut que ça. Alors il y a d'autres méthodes qui ont été développées plus récemment, c'est une méthode propagative, on propage une onde dans le matériau et on va recaler un modèle, cette fois-ci de propagation. Alors c'est pas toujours évident, alors là vous voyez un petit vibromètre, là, le point 3 c'est un vibromètre, et ça pose des petits problèmes parce que quand le faisceau il rebondit sur un matériau poreux qui est à 90% c'est de l'air, donc il reste 10% au mieux, parfois c'est 1% de squelette, le faisceau on ne sait pas trop sur quel point il rebondit et ça ne marche pas toujours très très bien. Alors on peut ajouter des petites pastilles mais ça peut perturber la mesure, etc. Donc c'est pas si simple. Alors là c'est une mise en œuvre qui a été faite au LOM, on voit le pot vibrant, l'échantillon là qui doit se sentir pas très à l'aise, un peu comprimé, et voilà les résultats, facteur de module de Young, facteur de perte, et on voit une montée assez nette là du facteur de perte, peut-être dû à l'air. Alors au début du projet on s'était dit, finalement quels sont les besoins en aéronautique, c'est d'avoir les propriétés pour les problèmes de transparence acoustique, faisons une mesure de transparence acoustique, où est-ce qu'on a notre matériau, et voyons voir où est-ce qu'il agit et de quoi on a besoin vraiment. Donc on a fait ça, donc une plaque avec une couche poreuse. Au passage, je précise que l'un des critères que regarde Dassault, c'est ce qu'il appelle le dBcil, c'est-à-dire c'est la moyenne des niveaux sonores entre 500 Hz et 4 kHz. Donc nous on mesure en méthode quasi-statique à 100 Hz, on est un peu en dessous. Et comme c'est un matériau viscoélastique, les propriétés évoluent avec la fréquence, donc a priori on n'a pas les bonnes propriétés. Donc ici on a notre mesure de transparence, donc en noir c'est la plaque seule, en rouge vous mettez le matériau, et on va recaler un modèle en pointillé, et le creux que vous voyez là, il est dû en fait à une résonance du matériau poreux, et on peut recaler les propriétés sur cette zone. Donc on obtient sur la courbe 2 points, donc à peu près un peu plus de 1000 Hz, les 2 points donnant les propriétés du matériau à cette fréquence-là, qui ont été recalées. Donc, quelque part, ça a l'air d'être dans la continuité, sur le facteur de perte, on n'y est pas. Donc c'est probablement la mesure quasi-statique qui a un petit souci. Donc, comment faire? Nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est étendre cette mesure quasi-statique pour monter en fréquence. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, cette mesure quasi-statique est intéressante parce qu'elle est assez simple à mettre en œuvre, en fait. Et puis, elle sollicite le matériau de façon, dans son épaisseur. Et c'est effectivement comme ça qu'il travaille en grande partie sur ces applications-là. Voilà, donc première chose, si l'air vous embête, vous l'empêchez de sortir, donc on va encapsuler le matériau, donc les mouvements d'air vont être bien réduits. Alors on a fait par simulation numérique, on a validé cette hypothèse, donc on a recalculé qu'est-ce que mesurait le banc en laissant ouvert ou en fermant, et puis on fait tourner la méthode inverse pour retrouver nos paramètres initiaux. Donc en noir c'est la méthode ouverte et en rouge c'est la méthode fermée, donc on voit qu'on est bien plus proche des valeurs initiales qui sont ici en pointillé. Donc ça valide cette procédure. Alors une fois que vous êtes dans une cavité fermée, vous avez des petits problèmes pour mettre des capteurs, il faut gérer l'étanchéité,
d'une part, et d'autre part, si vous voulez monter en fréquence, il faut un banc de mesure où les premiers modes ils soient assez hauts, quoi, hein, parce qu'on considère qu'on est en mode de corrigide, hein, sur tout le système. Donc on s'est dit, pour monter en fréquence, utilisons un haut-parleur, c'est fait pour. Un haut-parleur, c'est fait pour monter en fréquence, et donc il faut avoir un système petit. Donc l'idée, le haut-parleur, donc c'est un pot vibrant simplement avec une structure qui est prévue pour monter en fréquence, avec une petite plaque dessus. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de capteur. Là. On a l'excitateur, on a une cavité fermée, tout va bien, mais où est le capteur? Donc l'idée, c'est d'utiliser la mesure d'impédance électrique du haut-parleur pour remonter aux propriétés. Donc c'est pour ça que dans le titre, il y avait électrodynamique. Donc électrodynamique, ça fait référence au haut-parleur. Méthode inverse, donc on va mesurer cette impédance électrique dans laquelle va se cacher l'information qui nous intéresse. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de capteur. Il n'y a besoin de rien. Alors, ça, c'est une représentation schématique, un schéma électrique équivalent du haut-parleur. Bon, simplement pour vous dire que dans ce schéma intervient, donc on mesure ZHP, l'impédance électrique, donc quelque chose qui est assez simple à mesurer, hein, il y a des bandes de mesure qui font ça très très bien, et puis on a en bleu et en rouge là-bas l'effet du poreux et de la cavité d'air qui est en avant. Voilà, donc on peut l'avoir, ils interviennent dans l'impédance sur l'équation qui est en dessous, on peut l'inverser pour récupérer l'impédance, cette fois-ci mécanique, du matériau. Donc force sur vitesse, par exemple, qu'on pourrait mesurer avec un capteur de force et un capteur de vitesse. Donc là, on l'a directement. Donc une fois qu'on a ça, c'est pas tout, il faut inverser le modèle pour remonter aux propriétés qui nous intéressent. Donc si on fait les choses vraiment bien, on prend le modèle du poreux le plus complet possible, ça s'appelle le modèle de Biot-Allard, qui est un modèle un petit peu compliqué et qui prend en compte le fait qu'il y a deux types d'ondes qui se baladent dans le matériau, hein. Et puis avec un certain nombre de paramètres qui décrivent le matériau, donc ceux que je vous avais montrés tout à l'heure. Donc ça fait beaucoup de paramètres en fait à mesurer pour pouvoir l'inverser. Ici ce sont simplement des illustrations de l'impédance mécanique qu'on pourrait avoir avec simplement la cavité d'air en bleu, avec une mousse en rouge et avec un fibro en noir. Donc on a quand même des choses très très différentes, hein. Et donc à partir de là, donc le banc permet de les obtenir. Donc là c'est que de la simule, hein. Alors on a mis en œuvre une première fois avec un haut-parleur assez basique, hein, un petit haut-parleur électrodynamique, il y a une plaque dessus, et la cavité à fond ajustable est à gauche, en PVC tout simplement. Voilà. Donc la procédure, on fait une mesure cavité vide. Voilà la mesure d'impédance électrique. Bon, avec une belle bosse, ça correspond à la résonance électromécanique du haut-parleur. On va recaler les modèles du haut-parleur là-dessus. Donc en vert, c'est le modèle qui a été recalé sur la mesure. À partir de là, donc oui, voilà ici des propriétés qui ont été déterminées. Bon, on voit qu'il y a des petits soucis en fait autour de la résonance là. Dû à des non-linéarités en fait du haut-parleur. Ça va poser des problèmes. Et puis après, on fait une mesure avec le matériau. Hein, et puis de ça, on peut remonter à nos paramètres. Voilà, donc impédance mécanique. On fait tourner le modèle bio à l'inverse et on a ici les propriétés. Donc on les a. Donc en noir, c'est la mousse, module Young, facteur de perte en fonction de la fréquence. Donc la méthode électrostatique, ce sont des losanges, et la méthode quasi-statique, des petits ronds. Voilà, donc on voit que sur le module Young, on a globalement, donc on est très bien sur la mousse, qui est un matériau assez rigide. Sur le glass wool, c'est un fibreux très mou. On est moins bien, mais on a quand même bien l'ordre de grandeur. On est quand même 2 ordres de grandeur en dessous, hein, donc on a quand même un résultat tout à fait satisfaisant. Sur le facteur de perte, c'est toujours un peu moins bien, c'est assez classique. Plus difficile à estimer. Donc la principale limitation ici du système, c'est la fréquence. Vous voyez qu'on finalement on ne va pas beaucoup plus haut que 100 Hz parce que notre transducteur a des non-linéarités assez importantes et notre modèle ne les prend pas en compte. Donc dans la méthode inverse, on est un peu bloqué. Donc l'idée suivante, ça a été de se dire on va développer un transducteur qui permet de faire cette mesure-là avec des bonnes caractéristiques. Donc a priori, qui sera plus, ou plutôt moins, non linéaire. Moins non linéaire. Alors d'où viennent les non-linéarités? Alors, elles vont venir d'une part du moteur magnétique.
du haut-parleur, et d'autre part des suspensions viscoélastiques qui sont sur le haut-parleur. Donc pour les limiter, on a changé la structure du moteur, et notamment on a pris des aimants sans fer. Ça va éviter les courants de Foucault notamment. Et on part sur une structure un petit peu différente, une structure magnétique différente, j'y reviendrai. Et puis les suspensions viscoélastiques, on les remplace par des joints de ferrofluide. Alors le ferrofluide, c'est une huile chargée de particules magnétiques et qui va tenir en place là où il y a des forts gradients de champ magnétique. Donc dans la structure du moteur tel qu'il est là, donc là vous avez une coupe du système, donc là ce sont 3 couronnes d'aimants. Et je peux peut-être montrer la photo là qui est là. Voilà, on voit les 3 couronnes ici, hein, 1, 2, 3. Et à l'intersection, on a les joints de ferrofluide qui se placent naturellement ici. Donc ça va permettre de faire un guidage en translation de l'équipage mobile qui est un cylindre, un petit cylindre, étanche et non magnétique. Voilà, donc le guidage, on enlève la suspension viscoélastique. Alors l'intérêt aussi, c'est qu'on peut positionner comme on veut le piston, donc on peut venir le déplacer de plusieurs millimètres pour aller précontraindre l'échantillon. Hein, c'est intéressant. Pour la mesure, on a besoin d'une précontrainte, mais c'est aussi intéressant pour les fibreux où, vous savez, dans un avion, il y a des équipements qui peuvent venir comprimer le matériau par endroits. Donc on peut être intéressé à connaître les propriétés quand c'est un petit peu comprimé. Voilà, alors ici, par rapport au haut-parleur, donc on a le cylindre ici, on a ici 2 bobines. Donc une bobine qui va permettre d'appliquer une précontrainte statique et une bobine qui va permettre de faire la mesure d'impédance. Donc on a séparé les deux. Voilà. Donc sinon c'est le même principe, hein, la bobine ici baigne dans un champ magnétique, hein, il y a un courant qui passe et ça va faire bouger la partie mobile. Voilà, donc on a le capuchon qui va fermer la cavité et à l'arrière ici on a juste un petit capteur de position pour savoir quelle est la position effective du piston. Voilà, alors ça c'était des travaux qui sont issus d'un brevet hein, qui avait été déposé en 2005. Donc on a fait une mise en œuvre de ce système. Alors, ça j'ai déjà montré, donc là on voit le champ magnétique, donc on s'est aussi arrangé pour qu'il y ait une zone dans laquelle le champ est suffisamment constant pour éviter les non-linéarités dues à la distorsion du champ. Bon, je passe les détails. Le schéma électrique équivalent, c'est à peu près le même, il est un petit peu plus simple parce qu'on n'a pas de raideur due à la suspension élastique. Bon, petit détail. Et voilà l'allure des courbes. Alors on voit aussi que c'est très amorti, c'est beaucoup plus amorti que tout à l'heure. La bosse est beaucoup plus large. Donc on a ici la mesure cavité vide en noir, la simulation qui colle très très bien, sauf un petit peu en haut, là il y a une petite différence. Et puis la mesure ici avec le matériau poreux qui va décaler la résonance également. Donc là on est monté jusqu'à 1000 Hz à peu près. Et voici donc les résultats quand on fait le processus complet. Donc en noir, c'est la méthode quasi-statique et en rouge, c'est la méthode qu'on appelle électroacoustique. Donc on démarre un petit peu moins bas, mais on va surtout plus haut. Alors on a fait aussi l'effort de calculer des barres d'incertitude et on voit que ça s'envole un petit peu. Donc on va se dire qu'on est à peu près correct jusqu'à 600 Hz. Bon, on est passé de 100 à 600, c'est déjà pas mal. On aimerait aller jusqu'à 1000, hein, c'est symbolique. Mais bon, on a déjà quelque chose d'un petit peu mieux. Voilà, là c'était un résultat sur un matériau de type mousse polymère. Alors, pour terminer, on peut jeter un petit coup d'œil aux incertitudes. Donc on les a évaluées pour chacun des paramètres. Alors, les paramètres qui sont dans le premier tableau sont les paramètres du matériau poreux. Donc a priori qu'on est obligé de mesurer avant. Donc ça peut être un peu contraignant, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Et en dessous, ce sont les paramètres plutôt liés au haut-parleur, au transducteur. Donc ceux-là, de toute façon, on les a, par la méthode, on est obligé de les déterminer. Alors si on regarde un petit peu les contributions des différents paramètres sur l'incertitude, alors ici c'est sur le facteur de perte. Donc à chaque fois, c'est un coefficient qui vous donne la contribution d'un paramètre sur l'incertitude globale, en fait. Hein. Donc c'est toutes les mêmes échelles et on a les différents paramètres qui sont tracés ici. Donc là, les paramètres électriques. Donc on voit qu'en fonction de la fréquence,
en basse fréquence, c'est surtout la résistance électrique qui va donner une incertitude importante. Et en haute fréquence, ça sera ici en pointillé, c'est l'inductance du haut-parleur. Donc ce sont des paramètres électriques. Par contre, ils ont beaucoup moins d'influence ici autour de la résonance. Donc au final, on voit que l'incertitude qui grimpait beaucoup, là, elle est due à la mauvaise estimation de l'inductance du haut-parleur, ou alors le fait que le modèle ne colle pas tout à fait le comportement du haut-parleur en question, quoi. Alors c'est un petit peu embêtant parce que ça veut dire qu'on va avoir du mal à monter en fréquence, quoi. Parce que l'inductance elle a un poids beaucoup plus important que l'impédance mécanique. Par contre, donc autour de la résonance, ça chute, donc là c'est plutôt intéressant. On voit aussi que les paramètres dits de bio, finalement, ne jouent très très peu. Donc en fait, on pourrait se passer de les mesurer, ce qui nous arrange, hein, ça évite de passer à 36 bandes de mesure avant de pouvoir attaquer la mesure de ces paramètres-là. Donc on a à peu près les mêmes conclusions pour le module du Young, donc je ne répète pas. Donc en conclusion, on a une nouvelle méthode qui est validée avec la méthode classique dite quasi-statique. On a réussi à étendre la bande de mesure, hein, jusqu'à peu près 600 Hz là, avec le matériau en question. Et chose intéressante, c'est que l'incertitude est minimale, hein, autour de la résonance mécanique. Donc si on sait la décaler, on sait encore étendre mieux la bande de mesure. Voilà, donc l'idée, ça serait de pouvoir monter effectivement au-dessus d'1 kHz. Alors pour l'instant, ce projet n'a pas bougé là depuis 1 an à peu près, hein, parce qu'on a été confronté quand même à pas mal de problèmes technologiques, hein, avec ferrofluide, c'est pas évident. Par contre, donc au Mans, il y a un projet qui a continué à étudier ça, donc y compris par une thèse que j'ai co-encadrée sur le ferrofluide, pour voir un petit peu le ferrofluide comment ça se comporte, essayer donc d'autres architectures. Donc moi j'attendais un petit peu que ces projets débouchent pour pouvoir éventuellement relancer ce banc de mesure avec une autre architecture qui serait plus facile à mettre en œuvre. Voilà, donc ça a donné lieu à une publication, là, si ça vous intéresse, un peu plus en détail. Ça a donné lieu aussi à un brevet qui a été donc publié en 2009. Voilà, je crois que c'est tout. Donc merci pour votre attention. Innovaxium, parce que vous ne grandirez jamais autant qu'en innovant.